Les Serbes de Bosnie se sont emparés par la force de Srebrenica. Et Madame l'huissier va maintenant placer sur le rétroprojecteur une photographie aérienne de la ville de Srebrenica afin que vous puissiez vous faire une idée de la disposition des lieux et de certains des bâtiments que je vais évoquer dans ma lecture de ce résumé. Le 18 avril 1992, donc, les Serbes de Bosnie se sont emparés par la force de Srebrenica après la fuite de la grande majorité des habitants musulmans de la ville. Mais la résistance sporadique opposée par de petits groupes de musulmans a causé des pertes dans les rangs des Serbes de Bosnie. Après la mort d'un de leurs dirigeants dans une embuscade le 8 mai 1992, les forces serbes se sont retirées de Srebrenica, ville qui était en grande partie détruite, et bientôt Srebrenica a vu le retour des musulmans de Bosnie. S'ils avaient repris Srebrenica, les musulmans de Bosnie qui s'y trouvaient ne continuaient pas moins d'être encerclés par les forces serbes. Et de juin 92 à mars 93, Srebrenica et d'autres zones isolées tenues par les musulmans dans la région ont été la cible d'attaques militaires serbes qui ont entraîné une multiplication du nombre de réfugiés et de victimes. Pendant cette période, les musulmans de Bosnie ont effectué un certain nombre de coups de main dans des villages et hameaux serbes de Bosnie, le plus souvent à la recherche de vivres, mais également d'armes et d'équipements militaires. À la fin janvier ou au début février 1993, les Serbes de Bosnie ont lancé une grande offensive contre les territoires contrôlés par les musulmans dans la région, s'emparant de nombreux villages et réduisant considérablement l'étendue de l'enclave de Srebrenica. Cette opération est désignée dans le jugement sous le terme d'offensive hivernale serbe. Au cours du deuxième semestre de 1992 et dans les premiers mois de 1993, plusieurs dizaines de milliers de réfugiés sont venus s'installer dans la ville de Srebrenica et dans les environs où ils vivaient entassés les uns sur les autres. Et les conditions de vie à Srebrenica étaient épouvantables. La pénurie de vivres aiguë et prolongée tournait à la famine et les conditions sanitaires étaient déplorables. Certains ont dû passer l'hiver dans la rue, dans des températures glaciales. La situation s'était détériorée de manière dramatique quand, en mars 1993, une délégation de la Fort-Pronu, conduite par le général français Philippe Morillon, est parvenue à interrompre la plupart des combats et a permis l'acheminement de quelques convois d'aide humanitaire. En avril 1993, Srebrenica a été déclarée zone de sécurité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Appelé à Tuzla au printemps 1995, l'accusé n'est pas ensuite revenu à Srebrenica. Le sort réservé par la suite à l'enclave de Srebrenica a fait l'objet d'autres jugements devant le tribunal et n'a pas été examiné en l'espèce. Je vais maintenant évoquer la structure des autorités militaires et civiles de Srebrenica. Le 18 avril 1992, jour de la chute de Srebrenica entre les mains des Serbes, la quasi-totalité des représentants des autorités municipales avaient quitté la ville. Après la reprise de Srebrenica par les musulmans de Bosnie en 1992, on a ressenti le besoin urgent d'en organiser efficacement la défense. Le 20 mai 1992, un groupe de musulmans de Bosnie, qui avaient déjà mis sur pied leur propre groupe de combat dans la région, se sont réunis de manière informelle dans le hameau voisin de Bajramovići pour créer l'état-major de la défense territoriale de Srebrenica. L'accusé, qui était présent lors de cette réunion, a été choisi pour en occuper le commandement. Cette nomination a ensuite été confirmée par Sefer Alilović, chef de l'état-major du commandement suprême de l'armée de Bosnie-Herzégovine,
ainsi que par Alija Izetbegović, président de la République de Bosnie-Herzégovine. Le 3 septembre 1992, l'état-major de la défense territoriale de Srebrenica était rebaptisé État-major des forces armées de Srebrenica. Et à compter de cette date, des réunions se sont tenues régulièrement afin d'assurer la cohésion des opérations militaires. Jusqu'à la démilitarisation en avril 1993, jamais l'autorité militaire à Srebrenica et dans les environs n'a été intégrée au sein d'un seul et même commandement unitaire. On a certes assisté à des initiatives destinées à améliorer les capacités de défense, comme la création d'une sous-région et de la division de la Drina, censée regrouper les combattants musulmans de Bosnie des municipalités de Srebrenica, Zvornik, Vlasenica et Bratunac. Mais la sous-région n'a jamais vu le jour et ce qu'il est convenu d'appeler la division de la Drina n'a pas permis de rassembler les différents groupes de combat opérant dans la région. Au printemps 1992, des groupes s'étaient constitués sur une base territoriale et leurs chefs avaient été choisis localement en raison de leur qualité personnelle, leur courage ou leur prouesse. Ce qui explique que plusieurs d'entre eux, dont Akif Ustic, Akija Meholic, Armo Tihic et Eyüp Golic, pour n'en citer que quelques-uns, ont affirmé leur indépendance dès les premiers jours du conflit et ont campé sur cette position tout au long de la période visée à l'acte d'accusation. En outre, les forces armées de Srebrenica ne présentaient pas les caractéristiques d'une armée véritablement organisée. À quelques exceptions près, elles n'avaient ni armes ni uniforme et les combattants résidaient pour la plupart dans leurs familles ou dans des logements improvisés. Les communications, aussi bien dans la zone de Srebrenica qu'avec l'extérieur, étaient très perturbés par le manque d'équipements adaptés, l'absence d'électricité et la coupure des lignes téléphoniques. Au cours de l'été 1992, certaines institutions ont été mises en place dans la ville de Srebrenica pour tenter de rétablir l'ordre public et pour redonner un semblant de normalité à la vie dans cette enclave assiégée et isolée. Le 1er juillet 1992, l'état-major de la défense territoriale de Srebrenica a établi la police militaire de Srebrenica et placé Mirzet Halilović à sa tête. Il occupera ce poste jusqu'à son remplacement le 22 novembre 1992 par Atif Kürcic. Le 1er juillet 1992 a également vu la création de la présidence de guerre de Srebrenica, héritière de la totalité des compétences dévolues à l'Assemblée municipale avant la guerre. Elle devait faire office d'organe gouvernemental suprême sur le territoire de Srebrenica. La présidence de guerre et l'état-major des forces armées ayant en commun un grand nombre de membres qui participaient à des réunions à teneur aussi bien militaire que civile, il est devenu assez difficile de distinguer les limites de compétences des deux institutions ainsi que leur rapport hiérarchique. Ce qui a entraîné bien des difficultés et bien des frictions. Cependant, la présidence de guerre a fini par être généralement reconnue comme l'autorité suprême à Srebrenica, tandis que l'état-major des forces armées asseyait peu à peu son propre domaine de compétences. La chambre de première instance a analysé les crimes visés à l'acte d'accusation et la responsabilité de l'accusé au regard de ce contexte bien particulier. Nous allons maintenant passer aux chefs 1 et 2 de l'acte d'accusation, chefs de meurtre et de traitement cruel. Premièrement, l'aspect juridique de la question et le droit applicable. S'agissant du crime de meurtre, l'accusation devait prouver les éléments suivants au-delà de tout doute raisonnable.
Premièrement, la personne citée à l'acte d'accusation est décédée. Deuxièmement, le décès est le résultat d'un acte ou d'une omission, en dépit de l'obligation d'agir, commis par l'accusé ou une personne dont les actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale. Troisièmement, l'acte ou l'omission a été commis avec l'intention de donner la mort ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou de blesser grièvement, en sachant et en acceptant le fait que cet acte ou cette omission allait très probablement entraîner la mort. S'agissant du crime de traitement cruel, l'accusation devait prouver les éléments suivants au-delà de tout doute raisonnable. Premièrement, un acte ou une omission, en dépit de l'obligation d'agir, commis par l'accusé ou une personne dont les actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale et qui cause de grandes souffrances ou douleurs physiques ou mentales ou constitue une atteinte grave à la dignité humaine. Et enfin, l'acte ou l'omission a été commis avec l'intention de causer de grandes souffrances ou douleurs physiques ou mentales ou de porter gravement atteinte à la dignité humaine.